Et tout le monde, donc moi j'ai fait un exposé sur le basket, du coup ma passion. Donc au niveau du plan, je vais faire ça en 3 diapos. J'ai commencé par vous présenter les règles, pas très approfondies, mais en gros de ce qu'il y a du basket, ce qui reste à retenir. Ensuite, la plus grosse ligue de basket, la NBA, et le meilleur joueur de tous les temps à la fin. Donc, on commence par les règles. Le basket, ça se joue à 5 contre 5. Au niveau du matériel, on a 2 paniers et un ballon. Ça paraît assez logique. Le but, c'est de marquer plus de paniers que l'adversaire. Il existe plusieurs types de paniers à marquer. Ça s'appelle des paniers soit à 2 points, soit des paniers à 3 points. Les paniers à 3 points, on peut les marquer derrière une zone qui s'appelle la ligne des 3 points. Et si on tire de derrière cette zone, comme c'est plus dur, on récolte 3 points au lieu que 2. Au basket, il faut tout le temps dribbler. Si on arrête de dribbler, puis qu'on redribble, ça s'appelle une reprise de dribble. Et si on marche avec le ballon sans dribbler, si on fait plus de 2 pas, ça s'appelle un marché. Parce qu'au basket, il faut savoir qu'on a le droit de faire 2 pas sans dribbler. Et là, il n'y aura pas de marché, il n'y aura pas de faute. Mais par contre, à ce moment-là, après, du coup, on n'aura pas le droit de reprendre le dribble. Parce que c'est une reprise de dribble. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça va pour tout le monde. On va dire que oui. Euh, Ensuite, la NBA, du coup, qui est la plus grosse ligue de basket qui se situe aux États-Unis. Elle a été créée en 1946 et ça veut dire National Basketball Association. Voilà. Donc, dans la NBA, il existe 30 franchises, c'est 30 clubs qui y jouent, qui sont répartis en 2 conférences. Il y a la conférence Ouest et la conférence Est. Et tout au long de l'année, chaque conférence, ils jouent que entre eux, d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un de la conférence Est ne pourra pas jouer avec quelqu'un de la conférence Ouest, sauf dans un cas que je vais vous dire à la fin. Enfin, si, justement, pardon, excusez-moi, c'est juste pendant les playoffs que ça se joue comme ça. Les playoffs, c'est quoi? C'est les 8 meilleures équipes de chaque conférence, donc la conférence Ouest et la conférence Est, qui s'affrontent en fin de saison. Donc, ça serait sur 7 matchs. Par exemple, on va prendre les Lakers et les Chicago Bulls qui s'affrontent sur 7 matchs. Le premier qui gagne 4 matchs, il passe à l'étape suivante. En gros, si vous voulez, il y a les quarts de finale. Ça se joue sur 7 matchs et non pas sur un, par exemple, comme au foot. C'est le premier qui gagne 4 matchs, il passe à la demi-finale et ainsi de suite jusqu'à la finale. Les plus titrés, ceux qui ont gagné le plus de playoffs et à la fin, du coup, ils gagnent des bagues NBA, ça s'appelle. C'est les Boston Celtics et les Lakers qui ont gagné 17 fois la NBA. Et le meilleur joueur de tous les temps, Michael Jordan, alias Michael Jeffrey Jordan, alias The GOAT. Il est né le 17 février 1963. Aujourd'hui, il a 60 ans et il est né à New York, aux États-Unis. Il a joué arrière, c'est un des postes au basket sur les 5 qu'il y a. Il a été drafté en 3e pour les Chicago Bulls en 1984. La draft, c'est quoi? C'est quand on est jeune joueur avant de rentrer en NBA. Par exemple, quand il jouait en université, en fait, ils organisent un truc des meilleurs jeunes, en gros. Et les meilleurs, ils sont draftés par des équipes pour rejoindre des équipes de NBA. Et lui, il a été drafté en 3e sur d'autres jeunes qu'il y avait. Et il a remporté 6 bagues NBA, donc ça veut dire qu'il a gagné 6 fois les playoffs. Il a remporté 6 fois les playoffs avec le Jordan. Et voilà, c'est terminé. Il te reste une petite minute pour nous faire un rappel du plan de quoi tu nous as parlé. Donc pour finir, j'ai parlé des règles du basket dans sa globalité, un très très gros trait, je n'ai pas été très précis dessus. Après, je vous ai parlé de la plus grosse ligue qu'il existe pour moi dans le basket, la NBA, celle où tout le monde rêve de jouer quand on fait un peu de basket. Et le meilleur joueur de tous les temps, Michael Jordan. Voilà, donc je vous ai fait un peu son historique de vie en rapide, on va dire. Voilà. Okay. Vous préparez à poser une ou deux questions à Tommy, s'il vous plaît. Est-ce que tu as joué, toi, en France Ouais, j'ai joué pendant. Quelle a été ta carrière? Moi, ma carrière, elle a été très rapide parce que quand j'étais petit, je faisais du rugby et d'autres sports souvent en même temps.
et je faisais du rugby et du basket. Donc, j'ai fait 3 ans de basket. Sauf qu'à un moment donné, il a fallu choisir entre le rugby et le basket. Et l'entraînement de rugby, il était avant celui de basket. Du coup, voilà, j'ai fait du rugby, j'ai arrêté le basket. D'accord. Julie, une question? C'est une question, mais je ne suis pas vraiment curieux. Un, est-ce que tu peux toujours jouer au basket? Et deux, quand est-ce que je peux même jouer? Alors, un, je peux toujours jouer au basket. Deux, demain, si tu veux, il n'y a pas de souci. Quelqu'un d'autre? Allez, c'est bon, tu as fait les 5 minutes à peu près, on était à 4. D'accord? On fait un petit débrief au fur et à mesure, celui-ci, de manière à ce que le suivant il puisse éventuellement gommer un défaut. D'accord? Celui qui va passer. Évitez d'appeler votre plan de départ. Effectivement, moi, j'appelle les diapos plan, puis présentation, première diapo, deuxième diapo et rappel du plan. Évitez de les appeler, bon, voilà, je vous présente le plan. D'accord? Arrivez plutôt sur dans ma présentation, je vais aborder les points suivants. Et en fait, c'est jamais autre chose que le plan que je vais présenter. D'accord? Mais je ne dis pas le mot plan pour dire je vais vous présenter le plan. Surtout que c'est écrit, tu vois, ça peut être carrière, ma passion, et là tu déroules toi le plan, mais sans annoncer, je vais vous faire le plan. Ok? Ouais. Ça passera un petit peu mieux, ça fait moins scolaire, et ça te permettra de pouvoir annoncer un petit peu autre chose. Tu nous montres les premières diapos? Alors, dans le choix, remets-toi sur la première. Alors, c'est pas évident de parler d'une passion en 3 diapos, et Tommy, tu y es très très bien arrivé. Hein, tu nous as un petit peu énoncé les règles, tu nous as présenté la NBA, la meilleure ligue mondiale de basket, et puis tu as fini sur le meilleur joueur un petit peu de tous les temps, sur lequel on pourrait un petit peu te contredire, puisqu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui... J'ai vu avec Lolo, j'aurais dû le voir, moi. Mais bon, voilà. C'est ça. Jordan. Hein? C'est Jordan aujourd'hui. Qui, toi? Ah oui? D'accord. Qu'est-ce qu'on a vu sur son premier point là, qui pourrait être amélioré? Il nous a parlé des La règles. surface, détailler un petit peu plus la surface Ouais, mais là, on rentre un petit peu dans le détail technique, tu vois. Moi, ce que j'aurais bien vu, c'est que quand il nous explique les marchés, plutôt que de rester là sur place, qu'il en profite un petit peu pour avoir du mouvement et dire, ben voilà, là j'ai fait 3 pas, si j'arrête le ballon, j'ai pas le droit, ou alors j'ai besoin de rester sur mon pied d'appui et j'ai pas le droit de repartir en dribblant, par exemple. D'accord? Ça lui aurait permis un petit peu d'occuper l'espace et de montrer, de se sentir déjà, dès qu'on bouge, on se sent un petit peu plus à l'aise. Donc, provoquez-vous des moments de déplacement où je vais mimer le dribble, hop, je suis sur mon pied d'appel, je vais bouger comme ça, faire la passe, mais je n'ai pas le droit de repartir en dribblant. D'accord? Et là, on aurait peut-être, toi aussi, dans ton explication, ça t'aurait permis d'être un petit peu plus clair. Ouais. N'annoncez pas, bon, je ne sais pas si c'est clair pour vous, tant pis, oui, enfin, bon, c'est clair, hein, voilà. D'accord? Ça, c'est le truc, éventuellement, qu'il ne faut pas annoncer sous cette forme. D'accord? S'il y a des questions à poser, posez les questions. Ne dites jamais c'est clair pour tout le monde, sans poser réellement la question, est-ce que vous avez vraiment compris? D'accord? Ou alors, si vous pouvez poser des questions maintenant. Ouais. Oui, mais tu peux le faire n'importe quand, se poser une question. Ça peut être toi ton déroulé, où il y a des phrases, des fois, qu'on appelle, qui s'appellent des phrases de transition. Si vous regardez la météo est un bon exercice de présentation pédagogique d'un truc court, avec un sujet hyper précis, pointu, etc. Il n'y a jamais une image qui change sans que le présentateur ou la présentatrice ait une phrase de transition. OK? C'est parler d'une ville en particulier au moment où l'image change et ces températures élevées vont amener, et là, il y a l'image qui change avec les nuages ou les descriptifs. Ça s'appelle une phrase de transition. Donc ça, si jamais vous êtes assez à l'aise, prévoyez-vous des phrases de transition qui enchaînent les diapos.
et qui vous permettent d'amener, de faire la transition, vraiment la phrase est bien trouvée, de faire la transition entre le sujet que vous étiez en train de préparer, de parler, et le deuxième. Par exemple, si j'annonce ici des règles, ben, ces règles-là, elles sont spécifiques au championnat dont je vais vous parler après. Et là, je viens de faire la liaison entre les règles que j'ai abordées. Il y a des règles un petit peu. Peut-être je finis avec le panier ou la bouteille qui est différente entre les Français et les Américains. Oui ou non? Il fut un temps. Le 3 points, il était pour le même endroit. Ou il n'y a pas un truc comme ça? Il y a quelques finesses dans les règles où tu aurais pu finir. Ben si, parce qu'en France, on marque 60 points dans un match. Là où les Américains, ils en. Parce que le temps il est plus long. Ah, tu vois, donc il y a une différence entre les règles. Donc tu aurais pu finir, puisque tu allais nous parler de la division américaine, avec la spécificité d'une règle américaine, puisque là je suis dans les règles, et embrayer donc ensuite sur le championnat NBA dont je vais vous parler. Tu vois, et là tu avais une phase de transition. OK? Donc si vous avez quelque chose comme ça évite de dire bon, mais voilà, là j'ai fini, je passe à ma deuxième diapo, je grossis le trait, mais des fois ça ressemble un petit peu à ça. D'accord? OK? Tout comme dire ben voilà, je vous présente le plan. On le voit, c'est au tableau. Je dis, ben, voilà, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, machin, etc. Et je suis en train de présenter mon plan, mais sans le dire. OK? Allez, c'était bien. C'était bien. Sauf ce manque un petit peu de mouvement et d'occupation de l'espace. OK? Le deuxième, il va essayer un petit peu d'occuper l'espace. 13. On écoute Mathieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parti, mon grand. Ok. Alors, je vais vous présenter une de mes passions que je fais de mon temps libre. Ce sont les jeux vidéo, tout simplement. Donc, on va dire qu'il y a deux aspects fondamentaux qui m'attirent dans les jeux vidéo, que je vais détailler selon le plan que vous voyez ici. Donc, la première chose, c'est que ça me permet de m'évader, d'aller dans des mondes un petit peu différents de la réalité. Et ensuite, il y a aussi une partie compétition, parce qu'il y a des jeux compétitifs où on va affronter d'autres joueurs avec des règles précises, etc. Donc, je vais expliquer tout ça juste après. Et puis, je finirai par une conclusion et je pourrai poser toutes les questions. OK? Donc, on va mettre la présentation. OK. Donc, cette image, disons que ça explique un petit peu ma vie, sauf en ce moment, parce que en plus de ça, il y a la préparation du rapport, bien sûr. Et donc, la partie s'évader, dont je parlais tout à l'heure, ça va être des jeux d'aventure, notamment, où généralement, on va créer son propre personnage dans des mondes, ça peut être mythologique, avec tout ce qui va être dragon, des choses un petit peu comme ça, ou des mondes un petit peu futuristes, où on va se balader sur plusieurs planètes, dans des situations. Donc, ce sont des choses qui me permettent de m'évader via les paysages, via la musique, parce que ce sont des jeux qui sont quand même, artistiquement parlant, il y a une vraie touche, donc ça me permet vraiment de m'évader. J'ai beaucoup joué à ce type de jeu pendant une période quand j'étais étudiant, mais j'ai dû arrêter parce que ça a commencé à avoir un gros impact sur ma vie. Tout simplement parce que je n'allais plus en cours, parce que je jouais énormément, donc je me couchais super tard. J'avais du mal à me réveiller pour aller en cours, j'avais du mal à réviser pour les examens. Donc ma vie a commencé un petit peu à partir, à glisser dans le mauvais sens. Donc j'ai dû me reprendre très rapidement, parce que j'ai failli rater une de mes années d'études à cause de ça, tout simplement. Donc voilà, donc je suis allé au rattrapage à un examen juste parce que la veille de l'examen principal, je n'avais pas eu le temps de réviser parce que j'étais fatigué, j'avais joué très longtemps, etc. Donc là, ça m'a mis un petit coup, je me suis dit, OK, maintenant, il faut arrêter, il faut se mettre à réviser sérieusement parce que voilà, les vidéos, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui paye les factures. Donc voilà, c'est quand même des expériences qui ont été intéressantes dans le sens… Alors ici, j'ai mis amis. Il y a du positif et du négatif, parce qu'il y a certains jeux qui se jouent en réseau avec d'autres personnes. Donc, j'ai rencontré des gens avec qui on est aujourd'hui amis. Et le problème, c'est que parfois, j'ai perdu des amis de la vraie vie, parce qu'en fait, on passe plus de temps avec des personnes, des fois virtuelles, mais forcément, le fait de passer du temps avec quelqu'un fait qu'on s'attache, on a
on trouve des points communs, etc., etc. Donc voilà, disons que j'étais un peu rentré dans une sorte de, socialement parlant, voilà, j'étais pas très productif. Donc toutes ces raisons ont fait que j'ai un peu mis tout ça de côté. Je me suis jamais vraiment remis parce qu'après il y a eu le boulot, il y a eu la vraie vie qui est arrivée, tout simplement. Donc voilà. La deuxième partie, c'est la partie compétition, donc que j'ai découvert un petit peu après. Donc, je joue surtout aux jeux de combat, où en gros, on va prendre un personnage, l'adversaire va prendre un personnage aussi, et on va s'affronter sur des matchs, et gagner des rounds, etc., etc. Donc, je jouais en compétition, on va dire, j'avais un niveau correct, puisque j'ai fait des tournois français et de niveau européen en Suède, en Allemagne, etc. Euh, Ça aussi, ça me prenait un petit peu de temps, mais disons que le fait d'avoir un boulot faisait que, et le fait que je n'avais pas encore d'enfant aussi, que je n'ai toujours pas d'enfant d'ailleurs, mais à l'époque, ça me permettait voilà, après le boulot, j'avais le temps de rentrer parce que j'avais pas besoin de réviser pour des examens, j'avais pas voilà, pas forcément de contraintes comme ça, et j'avais un salaire qui tombait à la fin du mois, donc voilà, donc j'ai pu me consacrer pleinement à ça. Et aussi là, j'ai rencontré des gens dans la vraie vie, du coup, avec qui on est devenus amis parce qu'il n'y avait pas que la partie jeux vidéo, la concert, ces personnes-là que vous voyez sur les photos, on est encore amis. Et donc voilà, donc, ça m'a apporté aussi beaucoup de choses. Le fait de rencontrer des gens de plusieurs pays différents, parce que dans nos tournois, il y aura des joueurs japonais, coréens, américains, etc., etc. Et, euh, et donc voilà, donc c'était une expérience aussi très intéressante que j'ai également arrêtée par manque de temps parce que toujours pareil, le fait de devenir un petit peu plus sérieux sur le sport, de faire d'autres formations à côté liées aux sciences de l'entraînement et de la nutrition, voilà, tout ça, ça fait que forcément, ce côté-là aussi, ça a un petit peu diminué. Je joue encore un petit peu, mais beaucoup moins fréquemment qu'avant. Donc voilà, c'est quelque chose quand même que j'affectionne. Quand j'ai besoin de m'évader un petit peu, voilà, je préfère ça que d'aller en boîte de nuit ou de faire des choses comme ça. Donc voilà. C'est en gros quelque chose qui fait un peu moins partie de ma vie maintenant, mais auquel j'accorde beaucoup d'affection. Donc pour résumer le tout, deux phases. Première phase, on va dire quand j'étais étudiant, jouer de façon à m'évader, découvrir de nouvelles histoires, m'immerger vraiment dans un monde soit féerique, soit post-apocalyptique, en gros, voir différents univers. Des histoires généralement très, très captivantes, puisque généralement, ce sont de gros studios qui font ce type de jeu, donc au niveau production, c'est vraiment léché, etc. Et ensuite, j'ai dû arrêter parce que forcément, ça avait un impact négatif sur ma vie. Ensuite, je suis parti en mode compétitif où j'aimais beaucoup aussi aller en tournoi parce que forcément, le fait d'affronter des joueurs qui sont plus forts, on a un petit stress, on a quelque chose qui fait qu'on a envie de se dépasser, apprendre des mécaniques de jeu complexes aussi. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, voilà, tout ça, ça fait que j'ai passé quand même beaucoup de temps avant à jouer, que ce soit pour m'évader ou affronter d'autres personnes. Mais voilà, maintenant, ça reste que très, très ponctuel, 2 fois par semaine, grand maximum. Mais voilà, c'est quand même quelque chose que je fais quand j'ai envie de me détendre un petit peu. Donc, voilà, si vous avez des questions. Alors, c'est quoi la différence entre une passion jeu vidéo et là où on commence à tomber un petit peu dans le e-sport ou, est-ce que toi, c'était du e-sport? Oui, c'est ça. C'est ça. C'était ça. C'était du e-sport. Bah, en fait, au début, je jouais vraiment comme ça. Et c'est le fait de rencontrer des gens en ligne. Et quelqu'un qui m'a dit, ah, mais t'es pas mal. Est-ce que tu sais qu'il existe plusieurs tournois, etc. en région parisienne? Moi, je disais, ah bon, je connaissais pas. Et du coup, c'est quand je suis allé au premier tournoi, quand j'ai vu des joueurs vraiment forts, notamment asiatiques, qui sont extrêmement forts, je me suis dit, ah, OK. Et en fait, c'est vraiment sérieux. Et c'est là que je suis rentré dans la partie e-sport. Avant, je jouais pour jouer, on va dire. On a l'impression que Spider s'est appuyé le plus rapidement sur tous les boutons. Mais... Bah, en fait, la comparaison que j'aime bien faire, c'est comme aller jouer au foot avec ses potes le week-end Ouais. et un match de Coupe du Monde. C'est le même sport, mais c'est pas le même sport. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Vraiment. C'est jouer aux jeux vidéo en mode soirée pizza bière, c'est marrant, mais en tournoi, sachant qu'en plus, je ne l'ai pas dit, mais dans ces tournois-là, il y a parfois des récompenses très très fortes à la clé. Notamment le prochain Street Fighter, le gagnant du plus gros tournoi gagnera 1 million d'euros. Ah ouais. Donc voilà, c'est quand même.
Donc, au niveau stress, ça n'a rien à voir. Tommy, tu as une question. Mais c'était justement ça, je voulais savoir les cash prizes. Ouais, les cash prize, c'est ça. En fait, au début, quand moi j'ai commencé, c'était 10 000, 20 000, et plus il y a du monde qui s'intéresse, plus il y a de gros sponsors, etc., ben, plus les prix montent. Il y a même des jeux vidéo comme League of Legends. Oui, généralement, on a des frais d'inscription, mais c'est pas énorme, c'est une vingtaine d'euros. Ah ouais. Mais voilà, ce sont des gros arbres avec des phases qualificatives, etc. Donc, C'était dans une team. ouais, enfin, c'était plutôt une association. C'était pas vraiment une team, une vraie team e-sport, parce que voilà, ce sont des... Oui. La fille qui est sur la photo, c'est Kayane. Oui. Donc, pour information, Kayane, c'est une présentatrice La plus connue, en fait. C'est mon chien que tu retrouves. Ouais. Ça. Ah oui, d'accord. Kayane, ouais, c'est une présentatrice qui est sur Game One. Donc, c'est quelqu'un aussi qui est très, très connu dans le domaine des jeux vidéo, puisqu'elle a gagné de gros tournois également. Donc, elle est également présentatrice sur la chaîne Game One, quand elle parle de vidéos, des choses comme ça. On va dire que c'est une influenceuse gaming, si on peut dire. Et t'as pris une raquette contre elle ou pas? Sur ce match-là, c'était une revanche. Elle m'avait battu avant. Et j'ai gagné ce match. Donc, la Tekken, tu joues pas à des. Alors, En ce moment, je joue plus à Call of Duty, Rainbow Six Siege, des jeux comme ça. Et sur PC ou Sur PS4. peut-être? Ouais. Et, oui, parce que j'ai plus le temps. C'est extrêmement chronophage. Ben, monsieur laisse pas pour en parler parce qu'il touche des joueurs de jeux vidéo professionnels qui jouent entre 10 et 12 heures tous les jours. J'allais te demander, tu joues combien de temps? Du coup, là, deux fois par semaine avant de jouer. À l'époque, je jouais tous les jours. En fait, je rentrais du boulot, j'allais à la salle et après, je jouais pendant 4 heures, 5 heures. C'était vraiment. Et à l'époque, Kayane, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait un appartement assez grand et elle invitait plein de monde chez elle. Et en fait, tout le week-end, on faisait que jouer. Donc, vraiment, sauf que là, vraiment, j'ai vraiment plus le temps. Et en termes de mode de vie, c'est pas forcément sain parce que on consomme beaucoup, chips, alcool. Enfin, c'est pas. Le mode de vie, globalement, c'est si on est vraiment à fond dedans, c'est assez dur d'avoir une vie équilibrée, en fait. C'est un boulot, etc., une femme. C'est pour ça que c'est un métier. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y en a maintenant, c'est un métier, quand même. Ouais, bah, j'ai un truc qu'on n'a pas forcément vu, mais moi je le ressens. Est-ce que tu as un message de prévention, surtout pour les jeunes, par rapport aux jeux, le comportement addictif, voire même sur l'addictif? Parce que ça peut faire miroiter beaucoup de choses. C'est vrai. Et 1 million 200 000, voilà, tout de suite. Et derrière, ça peut engendrer. Alors, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'en plus, aujourd'hui, on a vu ça fait polémique d'ailleurs, il y a certaines écoles qui apprennent à devenir joueurs pro. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est une arnaque parce que joueur pro, ça ne se passe pas comme ça. C'est des gens qui vivent de ça, même des joueurs japonais, qui sont extrêmement connus, il y en a très peu. C'est vraiment le 0,01% de l'élite mondiale. Donc, les gens qui sont rémunérés pour ça, c'est vraiment 0,01% des joueurs qui jouent. Donc, clairement, il ne faut pas que les jeunes se disent 1 million d'euros, c'est bon, j'arrête l'école, j'y vais. Parce que clairement, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas Tony Parker qui a monté une école de l'histoire, justement. Je sais plus. Je pensais que. Okay. Une école de l'histoire. Voilà. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui. Ça a l'air accessible à tout le monde, mais clairement, c'est un peu comme n'importe quel sport. Hein. Enfin, je veux dire, génétiquement, il y a aussi des personnes qui ont de meilleurs réflexes que d'autres, et des personnes qui mécaniquement sont meilleures que d'autres. Parce que ça nous est arrivé de voir des joueurs qui aimeront arriver en tournoi et être extrêmement forts et battre des joueurs de 40 points et plus parce que c'est des personnes qui ont des réflexes. Voilà. On retrouve les coaching de droitier, tu veux faire ça? Je ne sais pas du tout, mais je dis déjà de droitier, mais comme dans la population normale. Final, c'est comme au football, je veux dire. C'est ça. T'as des gamins, ils vont se dire oh, bah, je suis bon, je suis meilleur de mon club, etc. Je vais arrêter l'école et puis ils se cassent les dents sur les zones de formation. Exactement. Voilà, dans le travail, tu peux te faire détruire par un mec qui a 7 ans. Tu peux te faire détruire par un mec qui a 6 ans. Et très facilement, en plus. Les mecs, les petits, au Fortnite, nous défoncent. Regarde, Mais vraiment, t'as des cracks. non, mais au foot, c'est les coachs qui c'est pareil. Ouais,
Donc voilà. Et sachant qu'il y a aussi un truc, c'est que Il y a un documentaire sur les CBC à 10 ans. techniquement, ça a été mis dans on va dire avec ça, c'est pété. Et aussi un truc qui est important, c'est que la retraite des joueurs, elle est très, ils sont à la retraite à 30 ans, voire même moins. Parce que c'est fatigant pour les yeux, pour les oreilles, etc. Parce que voyager beaucoup, jouer avec, être collé aux écrans comme ça pendant 10 heures, 12 heures par jour, au bout d'un moment, c'est compliqué. Donc la plupart des joueurs à 25-30 ans, ils accrochent et puis voilà. Très bien, merci. Anna, une dernière. Oui, tu as dit un petit peu comment ça fonctionnait, ce système-là, comment ça fonctionne. Tu parlais des écoles, des teams aussi. Est-ce que tu peux accéder à ce sport-là à un très bon niveau en étant complètement autodidacte? Oui, tu peux. En fait, c'est quand je parlais des joueurs qui arrivaient de nulle part et qui battaient tout le monde, c'est ça. Il y en a en fait dans leur chambre, ils regardent des vidéos sur YouTube, ok. Et en fait, ils tapent tellement vite et ils ont tellement de bons réflexes que donc, ça. Et ces personnages qui sont repérés en le dit, ah, mais par la suite, il reste pas, il devait... par la suite, généralement, les team e-sport, dès qu'il y a un potentiel, ils vont chercher directement. Parce que c'est la rapport de l'argent. Bon, je t'arrête parce qu'on a dépassé les 15. Très bien. Voilà. Alors pourquoi je disais ça, les gauchers et les droitiers? Parce que dans le sport de haut niveau, autant dans la population française, effectivement, il y a moins de gauchers que de droitiers. Mais dans les sports de haut niveau, notamment les sports à réflexe, escrime, ping-pong, des trucs comme ça, le tennis aussi, on a eu de très bons gauchers. Est-ce qu'ils font la majorité? Je ne sais pas, mais Nadal était gaucher et après, peut-être d'autres joueurs. Mais les jeux de réflexe, apparemment, il y a une. Hein? Nadal, et je ne sais pas si c'était droitier, Ouais. mais de temps en temps, il dit regardez, il faut jouer avec la gauche. Ouais, d'accord. Et c'était bizarre parce qu'il n'est pas droitier, il est droitier, mais Oui. il joue avec la gauche parce Ouais. que Bon, après, c'est pas facile de devenir ambidextre ou de changer aussi de côté. Hein. C'est le début qui est difficile. Mais J'ai lu des études sur justement les gauchers dans les sports de Ouais. raquette, notamment le cas de Nadal au tennis. Et en fait, quand tu as expliqué que ce n'est pas une question d'équipe, d'hémisphère, etc., mais Ouais. que c'est vraiment beaucoup plus pragmatique que ça, c'est juste lié au fait de le joueur adverse, principalement droitier, va être perturbé parce que le mec joue gaucher. En fait. Alors, il y a cet élément Anthony, tu as des connaissances là-dessus Moi, le fait que les gauchers en sport de réflexe, moi je disais, parce que j'ai fait de l'escrime, pas du ping-pong, mais je sais qu'on en retrouve beaucoup. Alors il y a cet effet, j'ai pas l'habitude de tirer contre un gaucher, mais apparemment, moi ce que j'en avais entendu, c'est que l'hémisphère qui envoie la réponse est plus rapide côté droit. En fait, c'est l'hémisphère est à l'envers. Hein, d'accord. Et cette liaison gaucher-droitier, toi, tu as des infos là-dessus ou pas? Il y a les ressentis après, j'ai plus de regarder, mais oui, c'est inversé entre l'hémisphère droit contre le gauche. Ok. Et les unités motrices sont hémisphère droit. Voilà. Et donc, dans le sport, où tu as que les pouces à bouger, quasiment, il y a peut-être une liaison qui est plus rapide, un réflexe. Ouais, par rapport à ça, parce que les réflexes, c'est boxe et ainsi de suite. Ouais. C'est qu'en fait, les gauchers ont une contrainte d'une droitier non pas, c'est-à-dire qu'on dit de travailler la latéralisation, parce qu'ils travaillent souvent avec des droitiers. Donc, au départ, dans l'apprentissage, ils travaillent sur les deux hémisphères, en fait, parce qu'ils ont le leur naturel. Et effectivement, quand ils montent de niveau, en fait, ça apporte vraiment une contrainte, et là, aujourd'hui aussi, Nico, ça apporte une contrainte à l'opposant. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un petit peu de boxe, et si on boxe avec un gaucher, c'est juste horrible. En fait, ils déstabilisent tout notre schéma et ils ont un ascendant, on va dire, supérieur à l'autre. Eux, ils se sont entraînés déjà beaucoup sur la partie droite, qui n'est pas leur point naturel. Donc, ils ont développé une force supplémentaire. Et quand ils commencent à boxer, en l'occurrence pour la boxe, ils sont capables de vraiment déstabiliser on est aussi là, en plus, dans le côté réflexe. Donc, mais après, quand ils rencontrent les gauchers, ils sont en galère. Aussi, c'est vrai. Enfin, nous, c'est pareil au judo, quand je rencontre, je suis partie au judo, quand je rencontre une gauchère,
ben, j'aime pas, je me sens en danger tout le temps. Et eux, à l'inverse, ils adorent les droitiers parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec les droitiers. Et quand ils rencontrent un sur les gauches, ah ben là, ils ne pas du tout. Et forcément, c'est un gaucher qui gagne. Donc, ça lui fait un tour de poule, c'est gagné. Un tour de tableau. Bon, très bien. J'ai remarqué quelque chose au début. Alors, tu n'as pas dit le mot plan, Madjé. Madjé était là quand il a fait sa présentation, puis ensuite, il est passé là, d'un côté à l'autre. Tu as un petit peu fait exprès ou pas, ou le fait de te donner comme ça un espace sur lequel tu allais marcher, sachant que tu allais travailler là, tu vois, et que ben, je me mets là, ici, pour dire déjà bonjour et première diapo. Hop, comme ça me donne aussi. Ouais, je suis là, comme il y a plus de monde ici, je voulais capter, arranger là. Ouais. Ouais, voilà, très bien. Par contre, au niveau du regard, tu étais encore une fois, je ne suis pas le jury, hein, arrêtez de me fixer. Tu as essayé, mais il revenait. Et puis alors, gros défaut, tu vois, qu'il faut vraiment travailler, c'est qu'après, tu regardes le tableau même quand il n'y a plus rien à lire. Parce que tu es allé chercher ton info, d'accord? Tu nous racontes ton histoire et puis bam, tu perds l'attention et la captation de ton jury et tu es en train de regarder le tableau comme si, pourtant tu racontes ton histoire. Inconsciemment, tu viens rechercher une info dont tu n'as plus besoin et voilà, tu perds ton auditoire. Alors quand tu y revenais à chaque fois, tu refaisais exprès, un petit peu capté par moi et puis tu essayais de chercher quelqu'un d'autre, mais ça revenait sur moi. Très peu de regard dans cette zone-là, puisque à chaque fois tu cherchais un échappatoire, c'était par là-bas, mais tu revenais sur moi. Ouais. Oui. Oui, peut-être, ça dort derrière, ils sont sur les ordis, effectivement, tu as moins envie de leur parler. Ça, je reconnais. Ça arrive au même au meilleur, Léon. T'inquiète pas. De barre de 16h30. Voilà. Mais voilà, c'est vrai aussi. Alors là, un jury, on ne va pas dire oh, s'il vous plaît, je vous parle. Voilà. Mais en cours, moi, je me le permettrai. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc, le regard vers le tableau trop fréquent, ça, c'était important. Et il y a des moments où j'aurais bien vu la phrase de transition parce qu'elle était toute donnée. Et puis, hop, alors là, bon, ben voilà. Donc, je change et tu reprends. Tu vois, c'est là où travaille-le parce que tu as déjà cette aisance. Le sujet était intéressant, passionnant, tu arrives à capter ton auditoire, donc c'est très bien. La voix était bien portée. Peut-être un peu faible au départ, mais après, ça a pris. Et donc, tu vois, il y a les trucs à travailler, ne te fixe pas au tableau. Une fois que tu as lu ton info, reprends contact. Et voilà, et ça, il y avait tout. Et puis les phrases de transition qui sont bienvenues. Lalou, tu as mis sur clé USB? Non, vous pouvez regarder sur Internet. Sur Internet, d'accord. C'était clairement à toi de passer. Ah oui, c'était Alex, merde. Oui, c'était Alex. Tu peux télécharger ton Canva ou pas? Ou tu vas depuis... parce que moi... Ah oui, il faudra que je me déconnecte. Non, mais si tu veux, comme tu veux. Tu veux y aller? Alors, je me déconnecte de mon Canva. Allez, tu as 2 minutes, passe ça. Allez, tiens, connecte-toi. C'est avec un email? Allez, vas-y. Ouais, mais ça va te dire, j'ai envoyé un partage de ça. Et voilà. Allez, à toi. Moi, ça y est, je suis en panique là. Voilà, c'est bien. C'est bien. Profite de notre stade. En plus, je me vois partout, c'est atroce. Alors, ben moi, du coup, je vais vous parler de l'une de mes passions, qui est le judo. Je parle de celle-ci parce que c'est celle qui perdure le plus depuis toujours, quoi. Donc voilà, je vais vous raconter qu'est-ce que le judo, le principe du judo, le code moral. Le code moral, parce que c'est des valeurs essentielles à la pratique, et de mes sensations. Voilà pourquoi le judo est un sport très important pour moi. Qu'est-ce que je ressens quand je le pratique. Elle ne marche pas la flèche.
C'est laquelle? Ah oui, bah parce que c'est un PDF. Attends. Ouais, ça y est. C'est où, t'as cliqué? Bon, j'ai fait Alt-Tab pour passer de l'un à l'autre. Et voilà. Ouais, peut-être on n'était pas sur le. Ah oui, voilà. Ok. Voilà, c'est bon. Clac. Voilà. Donc, qu'est-ce que le judo? Donc, le judo, c'est un art martial japonais créé par Jigoro Kano en 1982. Et le principe de ce sport, c'est de faire tomber n'importe qui sans utiliser la force. Le but, c'est d'utiliser le déséquilibre de l'autre, de s'adapter en fait à son déséquilibre pour trouver la faille et le faire tomber sur le dos. Donc voilà, ça se fait en kimono, les mains sur le kimono, c'est un sport de combat, quoi. Voilà. Et c'est la voie de la souplesse. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Donc, le code moral du judo, c'est très important, c'est essentiel à la pratique. Parce que même si c'est un sport de combat, ça reste un sport, ça reste un jeu, finalement, un jeu sérieux. Donc, il faut respecter l'autre, enfin, voilà, c'est pas de la bagarre de rue. Et très important de respecter toutes ces valeurs. Donc, on a la politesse, le courage, la sincérité, l'honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi et l'amitié. Voilà. Je fais très, très condensé. Hein. Et quand tu... Voilà. Donc, mes sensations, je vais parler un peu de mes sensations, pourquoi je pratique ce sport. Donc, la vérité, c'est que c'est une histoire de famille. Mes parents étaient dedans, ma mère est une athlète de haut niveau. Donc, naturellement, on a baigné dedans, puisque maintenant, elle enseigne. Et très vite, j'ai adhéré. Et j'aime cet esprit ça forge le caractère, c'est un esprit de guerrier parce que même si c'est un sport individuel, tu es tout seul face à ton adversaire, finalement tu te bats contre l'autre, mais en fait tu te bats contre toi-même parce que c'est toi qui dois puiser dans tes ressources à toi pour aller chercher l'autre, chercher sa faille. Et ça forge le caractère dans la vie de tous les jours. En fait, le judo, c'est une école de vie. Et dans la vie de tous les jours, je pense que les judokas sont des gens assez guerriers qui ne vont pas abandonner, qui vont aller au bout des choses, comme quand tu vas au bout de ta technique pour faire tomber l'autre sur le dos. Et ça, j'aime beaucoup cette valeur-là qu'ils mettent dans la vie de tous les jours. Voilà pour ça. Et toutes ces valeurs, ça crée un petit cercle qui fait que ça renforce le lien qu'on a tous ensemble. Et mes amis aujourd'hui, c'est ceux qui font partie de mon club depuis que je suis enfant, depuis que j'ai 6 ans. Je pense qu'on a la même philosophie de pensée, la même philosophie de vie. Et on a des liens très forts en étant judoka, je pense. Même si on en a avec d'autres personnes. Mais voilà, c'est ça que je voulais partager par rapport à ce sport qui m'est cher, quoi. Voilà. C'est assez court. Un petit rappel du plan ou pas? Non, il y a pas. Voilà, en conclusion, le judo, c'est un art martial japonais, un sport de combat qui se pratique en kimono sur un tatami, qui relève d'un code moral, voilà, des valeurs pour respecter la pratique et le bon déroulé de la pratique. Et j'ai fini par ma présentation, par mes sensations sur ce sport. Est-ce que tu te rappelles des combats que tu as gagnés ou perdus, peut-être, Ouais, certaines prises, comme si tu les avais vécues hier? Franchement, oui, je pense. Ouais. Ouais. Je me rappelle, oui. Pourquoi un kimono? Pourquoi un kimono? Alors là, j'en ai aucune idée, mais en fait, c'est différent de la boxe ou du MMA parce qu'on doit saisir. C'est pas de la bagarre, on ne doit pas taper. Il faut vraiment attraper le kimono pour faire tomber l'autre. Il faut vraiment saisir quelque chose. Après, pourquoi un kimono? Je t'avoue, j'ai pas fait la recherche. Oui, voilà, c'est ça. Ça doit être. C'est un vêtement traditionnel du Japon, quoi. Le kimono, à l'image des samouraïs, voilà, je pense. Après, je t'avoue, j'ai pas l'info. J'ai préparé ça en 20 minutes. Mais ouais. D'autres questions, dis-moi. Laurent, une question. Le judo, merde. Tu voulais dire quelque chose? Sur quel
Parce qu'au pire, j'ai un truc où tu la plantes. Hein. Non, non, non. Ah, c'est pas Sur lourd. lequel tu te souvenais de ce que sur un plan précis où c'est que tu étais battre. Ouais. Et c'était sur quel combat, c'était quel niveau, c'était sur quelle prise. Franchement, en fait, ce qui est bien aussi, ce que j'aime beaucoup avec ce sport, c'est que rien n'est écrit à l'avance, en fait. Tu peux être le meilleur sur le papier, tu arrives sur le combat, il suffit que tu sois pas en forme ou que l'autre est plus instinctif que toi, bah, tu peux faire 3 secondes, tu peux tomber, tu peux perdre contre n'importe qui, comme tu peux battre tout le monde. C'est ça qui est beau, en fait. Et bah, des fois, une petite erreur d'inattention, un manque de lucidité, bah, tu vas tomber et tu n'auras pas vraiment su pourquoi, juste un manque de lucidité ou parfois tu as un judo qui ne correspond pas forcément à l'autre et tu sais que, par exemple, moi, j'ai un judo où j'ai ma main qui monte très haut et je monte ma main haut et mon but, c'est de tasser un peu l'autre et je fais des mouvements avec mes hanches et mes jambes. Et il y a des personnes dans ma catégorie qui sont plus petits et qui, eux, utilisent les revers, plus les 2 revers, et qui vont passer dessous et qui vont être tout le temps accroupis, en fait. Et ce genre de judo, j'aime pas du tout parce qu'ils sont tout le temps en bas. En bas, ils sont rapides, ils vont tout le temps. Alors que moi, j'ai besoin de prendre mon temps pour mettre mes mains pour tasser. Et ça c'est ma faille, par exemple. Et du coup, bah, sur ça, tu t'en rappelles. Tu sais que bon, bah, les icônes, ce genre de technique. Par exemple, puis après, les gauchers aussi, j'aime pas trop parce que je suis droitière et du coup, ils sont hyper décalés. Moi, j'ai ma main ici, eux, ben, ils ont leur main là. Et là, il y a un trou. Et c'est soit, si c'est moi qui vais, c'est cool, mais si c'est lui qui va, il y a un trou, en fait, beaucoup plus gros que si tu étais en droite, l'autre, il sera dans l'autre sens. Et là, je préfère. Enfin, je sais pas, j'ai plus de ressources. Et c'est vraiment, ouais, voilà, c'est très. C'est quoi ton spécial? Mon spécial, j'ai plusieurs spéciaux, je t'avoue. J'ai Régulièrement. régulièrement, tu connais les noms? Ah oui, mais j'ai fait du judo. J'aime bien Osoto, Uchimata, ça y est. Ça y est, j'ai aussi un Eri à gauche, je prends à gauche, Osoto. D'accord. Et après, sinon, mon spécial, c'est le sol, parce qu'il y a du Newaza. En fait, il y a du Tashiwaza, c'est du debout. Et en fait, on peut suivre au sol. L'objectif, c'est de mettre sur le dos. Donc, tu mets Ippon, tu mets sur le dos, tu as gagné le combat. Mais tu peux aussi gagner le combat en étant au sol. Donc, soit en étranglement, soit en pied de bras, soit en immobilisant la personne. Donc, l'autre, elle est sur le dos, tu la tiens pendant 20 secondes, et là, tu as gagné le combat si elle ne sort pas. Donc, tu as plusieurs manières de gagner. Et moi, mon spécial, c'est un spécial au sol, c'est Sankakujime, ça s'appelle. Et en fait, c'est un étranglement où tu vas étrangler la personne avec tes jambes. La personne, elle est en boule, à 4 pattes, et tu vas serrer sa tête et son bras. Donc, tu fais un triangle avec tes cuisses comme ça. Et après, tu remontes dessus. Et ça, vraiment, c'est vraiment mon spécial, quoi. Ça, j'en ai mis un paquet, quoi. Voilà. Ouais. Et tu as le sankaku à l'endroit, mais tu peux le faire aussi à l'envers. Et moi, je le fais à l'envers surtout. Tu vois ce que c'est, le sankaku? Le sankaku à l'envers, c'est vraiment genre le spécial. Ça, c'est le truc que je peux expliquer et faire. Voilà. Mais là, je commence à faire vraiment tomber debout. Du coup, c'est cool. Voilà. Très bien, D'autres merci. questions? Non, c'est bon. Non, ça veut dire. En fait, non, j'ai absolument pas expliqué les règles du vidéo, genre sur l'arbitrage. Ouais, c'est vrai, mais attends, on a droit qu'à 2 diapos, donc on est obligé d'aller vite. Hein. Bon, c'est bien quand on transmet une passion, on capte plus rapidement l'attention et c'était très bien comme présentation. Le seul reproche que je vais te faire et qu'il faudra, c'est d'être très strong first, tu vois, visser au sol. Voilà, comme ça, hop, là, comme ça. Et puis après, une fois que ça, c'est la fin sur les questions, les échanges, on a senti un petit peu plus de mouvement. Mais dans ta présentation, voilà, très, je vis ça, fessier serré, enfin, on connaît, écrit très fort. Il y avait que ça. D'accord. Tu nous as présenté un plan, il n'y avait pas le rappel du plan, mais instinctivement, tu t'es rendu compte que tu pouvais le faire. Rappeler un petit peu. Après, Alex. pour l'examen, on va pas faire le rappel. Si, bah, et tout ce que je te fais travailler là, oui, tu vas me faire un rappel du plan. On va parler de l'historique, de la réglementation après, de notre projet. Oui. Et après, on refait encore, reparler encore de la solution. Ton plan de départ, c'est pas le même que le rappel du plan à la fin. Ici. D'accord. Hop.
Mais tu feras un rappel du plan, oui. Oui. On a tout vu. C'est toi. Hein? Pourquoi on rappelle le plan alors qu'on a tout vu? Pourquoi? Parce que tu remets, déjà, il y a 30 minutes de discours, d'accord? Si moi je te fais un cours d'1 heure et qu'à la fin du cours, je ne te rappelle pas le plan, on en perd la moitié. Tu vas garder les 15 dernières minutes ou uniquement ceux qui t'as plu, d'accord? Donc le rappel du plan, il va te servir. Moi, je dis, servez-vous-en de ce rappel du plan, s'il vous plaît, pour remettre un petit peu les points sur lesquels vous avez envie d'être interrogé. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, rappelez pas que vous n'êtes pas au courant du taux de pente de l'accès PMR. Ce n'est pas la peine de revenir en parler à la fin. OK? Déjà que le jury peut-être l'aura noté au passage, il reviendra un petit peu sur cette question. Mais rappelez un petit peu les points sur lesquels vous vous sentez à l'aise. C'est ça, un petit peu. Tu retraces ton histoire avec les points sur lesquels tu te sens confortable. Et comme ça, tu remets en tête ce que tu veux au moment où tu vas dire je vous remercie de votre attention. Maintenant, je suis à votre disposition pour les questions et les échanges. Voilà. Il faut juste le mettre. Ouais. C'est bon? Allez, du coup, je vais vous parler du métier de sapeur-pompier volontaire. Donc, je vais vous présenter ce qu'est le volontariat. Ensuite, on va parler vraiment du cœur de métier, comment on devient pompier, les formations, les évolutions de carrière, en quoi ça consiste de manière générale. Et ensuite, je vous parlerai un peu de mon parcours personnel. Du coup, le volontariat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, on va dire, 3 grands types de pompiers. Les pompiers professionnels, les pompiers volontaires et les pompiers militaires, notamment sur Paris et Marseille. On a ce qu'on appelle la BSPP, la BMPM, Brigade sapeurs-pompiers de Paris, Brigade marins-pompiers de Marseille. Donc là, c'est essentiellement des pompiers militaires de carrière. Et du coup, sur le reste du territoire, on retrouve des pompiers professionnels, pompiers volontaires. On a environ 250 000 pompiers en France. Sur ces 250 000, on tombe quasiment à 200 000 pompiers volontaires. Ça représente 80% des effectifs de pompiers. Un pompier volontaire, il a une activité, une profession, on va dire, principale, comme tout un chacun. Et le volontaire, du coup, sur son temps libre, vient donner son temps pour rendre service à la population, finalement, venir effectuer quelques missions en étant pompier. Donc, ça demande de la disponibilité. Le métier de pompier volontaire, c'est un métier très engageant. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire qu'on est pompier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si on n'est pas en service. Il y a une dame qui passe dans la rue, admettons, elle tombe là, je vais y aller. C'est moi, je suis pompier, je vais y aller, je ne vais pas la laisser par terre. Et donc, du coup, ça nous fait malheureusement travailler la nuit, n'importe quel jour, les jours fériés, les repas de Noël, par exemple. Si je suis d'astreinte, je peux quitter le repas à tout moment, laisser ma famille et partir en intervention avec les pompiers. Donc, c'est un métier très engageant, mais aussi très satisfaisant. Le métier, comment on rentre sapeur-pompier volontaire? Ça passe principalement par des tests physiques, des ICP, des indicateurs de conditions physiques qui sont remplir, qui varient un peu d'un département à l'autre, surtout que c'est en train d'évoluer suite au dernier concours professionnel. Ensuite, il y a une visite médicale avec un médecin sapeur-pompier qui valide ou non la condition physique du candidat, est-ce qu'il est apte ou pas à faire ce métier. Ensuite, on passe à la formation initiale. La formation initiale va, on va dire, va concerner toutes les fonctions, toutes les missions principales au métier de pompier, le secours à personne, l'incendie, éventuellement, c'est un peu particulier, mais tout ce qui est du secours routier, donc intervenir sur les accidents de la route et les opérations diverses, type intervention pour des faits d'animaux, pour des hyménoptères, pour des inondations, etc., etc. C'est un métier extrêmement varié. Et c'est aussi ce qui fait la beauté de ce métier. Ensuite, on a en évolution de carrière, en fait, on a un peu comme à l'armée des grades. On passe, il y a plusieurs catégories, hommes du rang, sous-officiers. Officiers, je ne vais pas les détailler tous ici. Et au fil de la carrière, on va évoluer dans les fonctions. C'est-à-dire que si je suis homme du rang, principalement, je vais être équipier. Donc, par exemple, dans l'ambulance, je vais être derrière avec la victime. Ensuite, on passe chef d'équipe. Là, ça concernait plus les incendies. C'est-à-dire qu'en incendie, on fonctionne toujours en binôme. Le chef d'équipe, c'est le chef du coup du binôme. Et ensuite, on peut passer chef d'agréé, c'est le chef de l'engin, donc le patron de l'ambulance ou le patron du fourgon incendie. On a plusieurs spécialités. Je vais en citer quelques-unes qui sont connues. Le GRIMP, c'est les pompiers qui sont spécialisés dans les milieux périlleux, qui vont utiliser des cordes,
Ils vont aller faire des sauvetages dans les puits, dans les falaises, dans les milieux voilà, un peu risqués où le simple pompier, entre guillemets, ne peut pas accéder. On a tout ce qui est équipe animalière, équipe cynophile, donc c'est les maîtres chiens, entre autres, et d'autres spécialités type feu de forêt, et une que j'ai moi, opérateur police, c'est-à-dire qu'on est au centre d'appel et on répond aux appels d'urgence et on envoie les secours si besoin. Mon parcours personnel, donc du coup, c'est une passion familiale. Mon grand-père, qui est originaire d'Oloron, a été pompier à Oloron pendant 33 ans. Mon père est pompier depuis bientôt 20 ans maintenant. Et moi, ça fait 11 ans, je suis rentré à 17 ans. Donc, dès que ça a été possible, je peux rentrer pompier suivant les départements entre 16 et 17 ans. J'ai beaucoup envie d'apprendre quand je suis rentré, envie de progresser, envie d'être un bon pompier. Donc, pour ça, je suis rentré dans un petit centre totalement volontaire où il n'y a que des pompiers volontaires. Donc là, c'est de la disponibilité. Voilà, je suis à la maison, je me mets disponible à tout moment, le bip il sonne et on part en intervention. Mais il y a des centres qu'on appelle mixtes, où là, on retrouve des pompiers professionnels et volontaires, où là, c'est une garde fixe, c'est-à-dire que j'arrive à 7 h à la caserne, j'y suis jusqu'à 19 h, je suis dans la caserne, on fait des manœuvres, on fait du sport, enfin voilà, on reste actif, et quand le bip sonne, on part en intervention. Donc à ce moment-là, je peux rentrer l'année d'après, déjà, j'ai commencé à monter les gardes dans les centres mixtes pour voilà, prendre de l'expérience et vraiment rester dedans et progresser. C'est un métier qui permet de se dépasser, de se retrouver dans des conditions parfois pas faciles, tant physiquement, même moralement. Il y a des interventions qui sont très difficiles, des interventions aussi beaucoup plus drôles, rassurez-vous, c'est pas que du négatif le métier de pompier. Et voilà, donc moi j'ai commencé durant simple sapeur. Étant donné l'histoire que vous a conté tout à l'heure, Alex, ma carrière a été un peu mise entre parenthèses. Pour le moment, je suis au dernier grade d'endurance, c'est le caporal-chef. Et l'année prochaine, je pourrais passer sergent et devenir chef d'agré de l'ambulance. Voilà. Je n'ai pas pu faire le récap. Mais du coup, si on doit résumer ça, c'est un métier très intéressant. On manque de pompiers volontaires. C'est important de s'engager si vous le pouvez, si vous le voulez. C'est un métier vraiment passionnant. Voilà, il y a des évolutions multiples de carrière, des avancées de grade, des spécialités différentes. C'est un métier hyper varié, on fait absolument de tout. Il faut savoir improviser, il faut savoir s'adapter. Et voilà, pour moi, ça a toujours été une passion, ça l'est encore et ça restera encore longtemps. Ok, très bien, merci. Comme il est 5 h, on ne va pas te tasticoter avec des questions. On tient peut-être la meilleure là, de l'après-midi parce que vous avez vu qu'il a fait des efforts pour occuper l'espace, hein, regarder tout le monde. Voilà. Donc, on voit que les conseils sont faciles à mettre en place à partir du moment où on voit vraiment les défauts. Si on restait que dans la théorie, on aurait du mal à visualiser. J'ai mis qui s'était déplacé. Le regard, il a capté tout le monde. Voilà, il a fait attention. Et puis, un truc qu'on n'avait pas abordé aussi dans les autres, il y avait un équilibre dans ces diapos qui était vachement soigné. Donc, ne mettez pas que du texte que d'un côté, sans image de l'autre. Essayez d'avoir toujours un équilibre sur vos diapos, de manière à ce que vous occupiez là aussi l'espace au niveau du tableau et qu'on n'ait pas simplement des écrits comme ça sur le côté, tout ridicule, mal équilibré. Voilà, c'est le dernier point sur les diapos. Je vous mettrai sur Trello un résumé, parce qu'il est 17 h, je vous laisse partir. Un résumé d'un cours où on apprend à faire un PowerPoint et qui prend 5 ou 10 minutes. Hein, voilà. Le secret d'un PowerPoint, c'est ne pas rentrer trop rapidement dans la mise en forme. Restez dans les diapos noires et blanches, mettez les titres, tapez votre texte brut, et une fois que vous avez construit votre PowerPoint, il y a des fonctions affichage ou conception, et là vous allez choisir des thématiques, les titres se changent, les traits arrivent de la bonne couleur, les décos sur les diapos changent, et comme ça, d'une présentation à l'autre, vous recliquez sur conception, changez de conception, vous choisissez une thématique, et de nouveau, les polices se changent, etc., etc. Voilà. Donc, dans cette présentation, je vous montre, voilà, ou la prochaine fois que je vous aurai peut-être en cours, je vous montrerai peut-être un petit peu plus comment on peut travailler sur PowerPoint facilement. L'erreur, c'est d'aller trop vite dans les couleurs et les traits, les photos. Remplissez d'abord votre PowerPoint brut,
en texte et après vous allez dans conception et ça se transforme automatiquement. D'accord? Et là, après, on met des photos, on va recadrer, mettre les trucs aux bons endroits, mais au départ, il n'y a pas besoin de se lancer trop rapidement. Sinon, on est obligé d'aller changer la couleur dans toutes les diapos et là, ça devient juste infernal pour des petites modifications. OK? Bon, très bien. Merci de cet après-midi avec vous. Voilà.